D'accord. Alors je m'appelle Steven Lejeune, je suis donc dessinateur de bande dessinée. J'ai fait un certain nombre d'albums au cours de ces 2 décennies. Mais bon, maintenant je suis chez Glénat et je suis sur une série avec Charles Gaudin au scénario qui est en 3 albums. Le premier vient de sortir, j'ai terminé le second il y a quelques jours et j'ai entamé le 3e. Mais je ne sais pas quand ça va sortir. Je pense en avril prochain peut-être, quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. Alors Au nom du pain, c'est une saga familiale, une petite histoire dans la grande, ça commence pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là maintenant, le 3e tome, il est en 1955, c'était effectivement prévu en 4 tomes, et dans un premier temps, on avait ça racontait un peu l'occupation, la vie des gens dans des régions rurales françaises. Et ça, c'est pas désagréable à raconter, parce que, par exemple, je fais une digression, mais quand je faisais le projet avec Christophe et que je me retrouvais à chercher de la documentation sur l'Égypte antique, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait jamais les gens du commun, en fait. On ne savait pas dans quoi ils vivaient, les gens. Alors, du coup, j'ai dû appeler un archéologue, lui dire alors ils vivaient dans quoi? Ah, ils étaient à poil. Ah ouais, mais ça va pas le faire. Ah, ils étaient comme ça. Ah oui, bon, d'accord. Et puis, ils avaient quoi comme matériau de construction? De la boue, machin. Et il reste rien de tout ça, quoi. Donc les gens du commun sont pas vraiment représentés. Et pareil, Au nom du pain, la France profonde de l'époque, un petit costume de gens lambda dans la rue, c'est pas facile à trouver. Les gens de la haute couture, l'élite, oui, ça, il y a 1000 représentations, mais le petit peuple, non. Donc ça, je trouve c'est cool. Et donc du coup, c'est 2 familles qui sont concurrentes, mais qui ont des liens affectifs forts parfois, et on suit leur évolution au cours des années. Et après, j'ai eu un passage avec Christophe Arleston aussi, où c'était intermédiaire. Mais là, j'ai commencé foufou avec Jean David, parce que je lisais ses bandes dessinées, je suis un grand fan d'HK à la base. Et ils n'étaient pas pléthores, les gens qui faisaient du manga à la française à l'époque. Donc j'étais content de travailler avec lui, mais finalement on s'est retrouvé à faire du franco-belge en 46 planches avec 12 cases par page. Alors il a fallu que je me débrouille pour donner l'illusion du mouvement du manga là-dedans. Ensuite je suis parvenu à faire ma propre histoire qui était ce qu'elle était. Elle était bien folle, et du coup ça n'a pas eu l'accroche que j'aurais espéré tout seul dans ma tête. Et puis ensuite, de fil en aiguille, je suis devenu papa, alors du coup nécessité est devenue un peu la loi, et j'ai rebondi de projet en projet, et en fonction de ce qui vient, je me suis même retrouvé à faire des adaptations de films pour un public plus jeune, et ça m'a vachement plu en fait, de faire ça. C'est ce qu'on me demande. Là, du fait d'arriver dans des projets plus premier degré, plus sérieux, ça implique pas la même chose. En plus, le fait que ce soit historique, alors là, ça rétrécit d'autant plus la fine bande sur laquelle je marche. Il faut faire attention aux anachronismes, il ne faut pas surjouer. En plus, si je me retrouve dans le cas du diptyque, le frère de Göring, je me suis retrouvé avec des personnages existants. Alors, il fallait les faire tourner en 3D. Le Hermann Göring, il n'est pas facile, parce qu'il avait un visage à la fois rond et poupon, et puis aussi c'est un ogre, quoi. Donc c'était pas une partie de plaisir, ça. Enfin, à dessiner, la collaboration avec Arnaud Le Gofflet, c'était easy baby, quoi. C'était vraiment facile de travailler avec lui. Ouais. Maintenant je suis papa, alors je me mets à pleurer devant les téléfilms M6 et tout, c'est horreur, c'est horrible, c'est horrible. Tout ce qui m'arrive, c'est complètement à l'insu de ma volonté. Ouais, je sais pas, mais c'est, comment dire, la BD que je fais maintenant, la narration, c'est vraiment celle du scénariste. Lui, il a tout un tas de codes, parce qu'il a, je crois, un passé un présent, une autre carrière dans le cinéma, donc du coup il a tout un tas de codes de narration qui pour le coup sont à l'opposé, mais vraiment à l'opposé des miens. C'est-à-dire que j'ai pas le droit au fichaille, j'ai pas le droit à tout ce qui est mon naturel est bloqué là-dedans. Alors du coup, je fais la meilleure copie, pas sage, mais
classique possible, quoi. Et puis il faut bien s'amuser là-dedans, parce que le dessin c'est la vie, quoi. Donc, c'est bien pour lui, quoi. Mais le truc, c'est qu'on a eu plusieurs. Moi, mon boulot, il commence là. C'est la première fois que je me retrouve à batailler avec le scénariste pour des histoires de visuels, en fait. C'est ma foi, comme c'est pas n'importe quoi ce qu'il raconte, qu'il a une vision qui est vraiment cohérente et que finalement, moi, en tant que dessinateur, c'est servir son propos, puisque c'est comme ça que ça s'est fait. C'est l'éditeur qui nous a assemblés, ça s'est pas fait de manière humaine, quoi. Donc du coup, ma foi, je fais ce que je peux au mieux pour que ça serve le propos et sa vision de l'histoire. Puis quand je lis le livre en tant que lecteur à la fin, puis les retours de mes amis me disent que ça tient la route, que c'est carrément cohérent. Donc, oui, un truc fou et invendable encore. Alors là, mon idée de départ, j'aime bien jouer aux échecs. Je suis pas super bon du tout, mais j'aime bien ça. C'est vraiment quand je prends le temps d'y jouer, je pense plus à rien d'autre, je m'endors le soir, je fais tac tac tac, ça bouge comme ça. Et puis ça fait une dizaine d'années que je me suis dit, tiens, c'est rigolo, un monde régi par les échecs, quoi. C'est l'ascension sociale ou la descente, elle dépend des résultats de chacun dans les tournois. Et puis c'est surtout que, imaginons une partie où chaque pièce en fait serait comme un géant à la Godzilla, et puis donc tu as les gens qui sont divisés en deux factions, puis après il y a tous les gens qui sont pas engagés, donc qui sont la majorité, mais qui sont du coup les dommages collatéraux de cette énorme bataille qu'il va y avoir entre du coup les blancs et les noirs. Donc dans mon histoire, les blancs ce serait plus les transhumanismes qui œuvrent sur le vivant, les noirs c'est la cybernétique robotique classique comme on peut l'entendre. Donc tu aurais ces deux franges du transhumanisme qui se battraient par partie d'échecs interposés. Bon courage pour le vendre. Mais j'ai commencé, si tu veux, je te montrerai, j'ai mis un webtoon en ligne en guise de dossier de présentation, quoi. Ça m'évite d'envoyer des JPEG, des trucs comme ça. Alors je l'ai montré à des copains dessinateurs qui ont été assez critiques à juste titre sur certains trucs, et du coup donc là je vais retravailler, mais bon graphiquement il y a des choses qui existent, quoi. Donc j'ai bien avancé là-dessus, mais comme je disais tout à l'heure, la nécessité fait loi, donc je suis sur le pain, mais j'espère que je vais pouvoir faire ça ensuite, quoi. Voilà. Oh, il y en a un million. Là, par exemple, ces derniers temps, je suis retombé sur un mémoire de jeunesse de Appleseed, Masamune Shirow. Je trouve que c'était... En fait, quand je l'avais lu à l'époque, moi j'étais juste bluffé par les mechas, la mise en scène, et puis le monde, la densité, le soin avec lequel il avait designé chaque chose de son univers. Et je me disais, bon, quand même, ces BD, t'as des gros passages de blabla où on pige rien, et puis après il y a de l'action, c'est génial, après c'est gros passage. Et puis là, en fait, en relisant ça, je me suis dit que ces gros passages, en fait, c'était de l'or aussi, parce que le gars, il mettait vraiment, il y a longtemps, le doigt sur voilà, je parlais de transhumanisme, mais c'était ça aussi, quoi, là, dans Appleseed, c'est les bioroïdes qui sont une espèce artificielle destinée à faire le tampon pour que les humains qui sortent d'une guerre mondiale puissent canaliser leur passion. Enfin, c'est notre nature, quoi. Et du coup, je trouve que c'est toujours... Enfin, maintenant, il y a Musk qui enlève un bout de cervelle, on t'en met des électrodes dans la tête et tout. L'intelligence artificielle, on y est, quoi. AlphaGo, dernièrement, tout ça. Enfin, dernièrement. Il y a un moment déjà, c'est... Voilà. Et qui d'autre? Là, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de Tardi, du coup, vu que je fais du classique et que c'est un monstre. Voilà. Et puis que c'est génial, quoi. Par exemple, j'ai découvert Le Cri du Peuple. Et c'est génial. C'est génial. Alors là, il y en a beaucoup. Là, par exemple, là, il y a Kim Jong-il, pour moi, le plus gros moteur 3D là, qui nous a quittés, humain. Et voilà, les maîtres, il y en a tellement. L'autre jour, je regardais du Norman Rockwell. Ah ouais. Et puis ou Winsor McKay.
En fait, ces derniers temps, j'ai aussi regardé One Punch Man à un moment donné en me disant tiens, est-ce que c'est jouissif pareil qu'un Dragon Ball ou Gum? Gum pour moi c'était le sommet quoi. D'ailleurs je suis content là, il y avait la première période qui est d'anthologie, la seconde Last Order c'était un peu dommage. Puis là il est revenu dans un Mars Chronicle, je sais pas si t'as lu ça. Ah, c'est la jeunesse du personnage et ça y est on le retrouve, ça a le souffle épique et puis aussi il est pas très positif sur la nature humaine quoi, donc je me régale à lire ça quoi. C'est vraiment chouette quoi. C'est bizarre, c'est ultra noir et en fait quand tu finis tu te dis finalement le monde autour ça va quoi.